Déjà, ça, on va pas comme. ouais, On fait, vous avez annoncé donc, le 26 novembre, dans la conférence de presse qu'on avait tenue, on vous tiendra informé de la suite des événements. Donc, on vous remercie déjà d'avoir répondu favorablement. Alors, pour info, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu donc, le suicide de Frédéric en accident de travail. Donc, pour nous, ça signe quand même une bonne raison sur la démarche qu'on entreprend. Après, vous le savez, hein, mais je tiens quand même à le répéter. Un cap d'UPSA hospitalisé depuis hier pour une tentative de suicide. Ce matin, on en parlait tout à l'heure, l'info vous l'avez eu avant nous, donc, une salariée qui se jette d'un escalier de 10 mètres sur son lieu de travail, alors qu'il y a eu d'actes volontaires, c'est ce que j'ai lu dans la presse d'ailleurs. L'acte volontaire, c'est donné aussi à une tentative de suicide, alors qu'il y a eu des enquêtes sur son mal-être au travail, c'est ce que moi je dis ce qu'il y a dans la presse. Frédéric, combien il faudra encore de salariés qui tentent de mettre fin à leur jour dans cette entreprise pour faire stopper cette situation? Nous, on est très inquiets. Je pense qu'il y a quelques années maintenant, que les représentants du personnel, notamment de la CGT, alertent, informent, dénoncent, propagent toutes les démarches sur la problématique, sur la difficulté qu'il y a dans cette entreprise où les salariés sont mis en danger. Rien n'est fait. Et combien il en faudra encore pour se mettre à commencer à investiguer pour trouver les responsabilités de ces gestions catastrophiques. À un moment donné, on entendait à une certaine époque dans l'armée, on a le droit à un pourcentage de perte. Ce qu'on entendait. C'est ça aujourd'hui la situation. Dans cette entreprise du département, une des plus grosses entreprises du département, ça veut dire que sur une gestion, on a le droit de vie ou de mort sur les salariés. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Donc voilà, pour l'introduction. Et après, je vais laisser la parole sur le déroulé à mes camarades. On a pensé dérouler en fait tout ça selon des thèmes et on vous invitera à faire un jeu de questions-réponses à l'issue de chaque thème. On a 3-4 thèmes. Donc dans les échanges médiatiques qui ont suivi notre conférence de presse du 26 novembre passé, la direction UPSA s'est présentée comme un employeur bienveillant qui met tout en œuvre pour assurer un bon niveau de qualité de vie au travail. Récemment, la direction a lancé une opération de communication et affiché l'humain au centre de ses préoccupations, indiquant qu'il s'agissait de la raison d'être de l'entreprise. Les proches de Frédéric Roblot et sa famille ont été outrés par cette communication, dont le timing nous interroge et sonne comme une stratégie défensive de la direction. Ce qu'amène la direction, c'est une campagne de communication. Ce que nous amenons, ce sont des éléments factuels. Nous rappelons que la direction qualifie notre action d'isolée et nous accusait d'instrumentaliser le drame. Nous sommes tellement isolés que sur les derniers mois, 9 élus de 4 organisations syndicales différentes à la nôtre, CFTC, FO, CFECGC et Sud, se sont plaints de discrimination, de mal-être, de burn-out, de climat ni sain ni serein. Certains ont même démissionné de leur mandat afin de se protéger. Quant aux actualités du CSE d'Agen, lors de la réunion du 17 décembre 2020, la médecin du travail a fait part de ses préoccupations pour la santé mentale des salariés, appuyée sur ses constats en consultation, à savoir hausse des situations de stress au travail, des hausses de troubles du sommeil, de l'hypertension, des troubles émotionnels. Et à ce titre, elle a adressé à la direction 2 courriels alertant de l'aggravation du risque psychosocial dans l'entreprise. Le suicide de Frédéric Roblot a agi comme un révélateur du mal-être présent dans l'entreprise. Du point de vue de nombreux élus, la gestion de crise par la direction n'a pas été à la hauteur de ce mal-être qui se conjugue avec une atmosphère anxiogène. Les annonces gouvernementales de fin 2019, la session de la transition en cours ou encore la crise sanitaire.
Le CSE d'Agen, à travers les organisations syndicales Sud, CGT et FO, a voté le mandatement d'un cabinet d'expertise pour une analyse des causes professionnelles du suicide de Frédéric Rougelot et pour réaliser un diagnostic RPS dans l'entreprise. La CARSAT a envoyé à la direction UPSA une injonction de prendre les mesures suivantes: accompagnement psychologique collectif pour les élus, établissement d'un plan d'action de prévention des RPS, établi avec l'accompagnement d'un consultant externe choisi en concertation avec le CSE. Ensuite, la direction a assigné en justice le cabinet d'expertise mandaté par le CSE alors qu'elle avait au préalable accepté sa mission. Elle a contesté la réalisation du diagnostic RPS en prétextant un coût de prestation excessif. La direction a donc préféré judiciariser directement le dialogue en dépit de deux motions votées par le CSE. En parallèle, la direction a mandaté unilatéralement un autre cabinet au mépris de la charte du groupe de travail RPS qui devait participer au choix de ce prestataire et au mépris de l'injonction CARSAT qui devait contraindre la direction à le choisir en concertation avec le CSE. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça. Donc pour résumer, on a 2 courriers d'alerte de la médecin du travail, le mandatement d'un cabinet d'expertise par le CSE, une injonction de la CARSAT de prendre des mesures de prévention, la contestation de la direction du cabinet mandaté par le CSE et le mandatement unilatéral par la direction de notre cabinet. Donc voilà, déjà sur cette partie-là, si vous avez des questions, sachant que vous l'aurez compris, l'idée c'était la montée du risque psychosocial au sein du PSA et donc on a de nouvelles illustrations récentes. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça fait quand même 7 ans. Donc c'est pas rien 7 ans. 7 ans qu'ils sont alertés par différents rapports d'expertise et autres. On voit que tous les intervenants qui sont extérieurs à l'entreprise, que ce soit la CARSAT, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit le médecin du travail, tous de concert disent la même chose. Tous sont alignés avec ce qu'est les discours et qui sont, enfin pas les discours, mais les remarques qui sont envoyées aux élus par rapport à la direction. Et ce qu'on voit, c'est que cette direction qui choisit et qui continue, et c'est un peu le maître mot de ce qui est renvoyé là, de dire que même ils judiciarisent directement, on mandate des experts. Donc ça veut dire que tous les élus, ou une majorité d'élus se met d'accord. Donc déjà, en termes de concertation sociale, on est plutôt pas mal là. Et ils sont tous alignés pour dire bon, il faut qu'on aille dans ce sens. Et la direction, qu'est-ce qu'elle fait? En première intention, elle dit ok, il n'y a pas de souci, on marche. Et puis après, derrière, elle se prend son expert, elle, qui va bien, pour faire son expertise sur les risques psychosociaux, les mêmes qui ne sont pas traités depuis 7 ans, et elle continue de vouloir jouer cavalier seul en se disant quoi? Moi, je vais assigner en justice l'expert que eux, ils ont décidé et qu'ils avaient accepté eux au préalable, et nous, en revanche, on va imposer le nôtre avec sa mission à lui. Quand on leur demande le cahier des charges de l'expert que eux, unilatéralement, ils ont décidé de mettre en avant, ils nous disent qu'il n'y a pas de cahier des charges. En fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une direction qui ne traite pas les risques psychosociaux. On le voit aujourd'hui d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec la salariée encore pas plus tard que ce matin. Si c'est des personnes aujourd'hui où c'était reconnu, où il y avait des alertes qui ont été données, mais à ce moment-là, comment se fait-il que ce n'ait pas été traité? Eh bien, tout simplement, peut-être par le fait qu'il n'y a pas de politique de risques des risques psychosociaux qui soit dans l'entreprise. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que malgré que les élus, à chaque fois qu'ils ont essayé de prendre cette question et de vouloir la traiter, ce qui se passe derrière, c'est que la direction leur dit gentiment, vous les élus, ok, c'est bien ce que vous faites, nous on va faire à notre sauce. Mais le problème, c'est que ça fait 7 ans qu'ils font à leur sauce, et faire à la sauce de la direction, c'est ne pas faire grand-chose. C'est ça le problème aussi. Et ce qu'on y voit après derrière nous, c'est les effets. Et les effets, ils sont destructeurs. Si vous voulez, ce qui se pratique normalement, et ça s'est déjà vu avec d'autres expertises, c'est qu'en fait, il y a une première réunion de cadrage, dite de cadrage, où là, la direction, en fait, lui, l'expert, il va apporter son devis, et la direction, elle va aller regarder ce qui lui paraît pertinent, ou rogner si jamais ça ne va pas. Là, ce qui s'est passé, il y a bien cette première réunion de cadrage, qui se passe très bien, au demeurant. On a un bon retour des experts et un bon retour de la direction dessus, comme quoi il y a eu des échanges constructifs, etc., donc très bien. Ensuite, les experts, ils amènent leur lettre de mission. Et là, alors que naturellement ça aurait dû se passer, c'est ce qui se passe d'habitude et ce qui s'est déjà pratiqué même avec ces experts-là dans l'entreprise, c'est qu'il y a une seconde réunion de cadrage où là, justement, l'entreprise elle vient dire bon sur ces coups-là peut-être non, on n'est pas trop d'accord, et il y a une discussion, il y a un échange. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas du tout eu d'échange. Ils ont envoyé leur lettre de mission et en retour, qu'est-ce qu'ils ont eu? Une assignation en justice. Donc c'est là en fait tout ça ne va pas. Et nous, on s'est rendu compte du malaise en plus qu'il y avait dans l'assignation. C'est qu'en première intention, l'assignation elle indique que le coût il serait trop excessif.
Donc c'est-à-dire que nous, jusqu'à là, on se dit, bon, que la considération de la direction, elle dise que le coût est trop excessif, on peut l'entendre. Le problème qu'il y a derrière, c'est que quand on va plus bas et qu'on voit les demandes qu'il y a vraiment de la direction, c'est que d'enlever. Alors, par contre, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux volets. Il y a le volet sur le sujet de Frédéric et il y a le volet sur la gestion des RPS dans l'entreprise. Et bien, ce qu'ils comptaient faire, c'était supprimer tout bonnement le deuxième volet de la gestion des RPS dans l'entreprise. Pour faire intervenir, eux, de l'autre côté, leurs experts qu'ils avaient décidé unilatéralement de faire intervenir. C'est ça, en fait, le problème. C'est la manière dont ça se passe à chaque fois. Parce que, on voit bien, et je reviens du coup sur ce que vous dites préalablement, la problématique, c'est qu'on voit que systématiquement, quand c'est eux qui ont la main et qu'ils le font de manière unilatérale, il ne se passe pas grand-chose derrière. C'est ça le problème. Enfin, à proprement parler, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une absence d'interlocuteur. C'est-à-dire que ce soit au niveau de Paris, on peut envoyer, on y reviendra plus tard dans ce qu'on va vous dire ce matin, mais on a encore eu des exemples, encore la flagrant, où vous les interpellez, c'est roue libre, hein, on fait ce qu'on veut, circuler, il n'y a rien à voir, c'est la difficulté, hein, c'est de ne pas pouvoir travailler ensemble, la vraie difficulté elle est là. Mais il n'y a personne en fait qui fait vraiment le lien, c'est-à-dire que vous avez en face de vous, vous avez une direction qui dit mais c'est comme ça, et c'est pas autrement, et qui vous envoie que des signaux de travaux qui sont faits unilatéralement, et dès que vous demandez à contribuer ou à travailler conjointement avec eux, et même tenter que ça leur soit même demandé, parce que c'est ça qu'il faut quand même. Vous avez là, comme il vous l'a rappelé Damien, vous avez quand même la CARSAT, qui est quand même, qui connaît bien son sujet, puisque c'est elle qui connaît ce qui se passe sur les risques psychosociaux, qui vient quand même demander, dans son injonction qu'elle lui fait, qu'on doit choisir conjointement ensemble l'expert, et que nous, la direction, les injonctions, ou pas injonctions, nous on fait ce qu'on veut. C'est ça qu'il faut. La CPM a rendu les conclusions de son enquête concernant la reconnaissance du suicide de Frédéric Robleau en accident de travail. Rappelons que la direction n'avait pas fait de déclaration d'accident prétextant que sa responsabilité n'était pas engagée du fait que le suicide soit intervenu en dehors du temps et lieu de travail. Les ayants droit, accompagnés de la CGT, ont démontré la dégradation de l'état de santé physique et ou psychique de Frédéric Robleau et le lien entre son suicide et son univers professionnel. La CPM a reconnu son acte en accident de travail. C'est une étape importante pour les procédures qui suivront. Dans le cadre de l'enquête de la CPAM, nous avons eu accès aux auditions des personnes citées en faute sur le dernier mot de Frédéric Robleau. Une partie de ces personnes ont l'indécence de tendre à s'exonérer de la responsabilité en allant jusqu'à accuser la CGT d'être la cause du suicide de leurs camarades. Nous avons perdu un frère, l'épreuve a été terrible, ils n'ont aucune compassion pour notre douleur. Nous trouvons leurs accusations scandaleuses. La direction continue de salir les élus CGT en leur collant une étiquette de violence. De la même façon qu'elle a sanctionné Frédéric Robleau sans aucune preuve, la direction s'appuie maintenant sur une nouvelle situation imaginaire basée uniquement sur ses propres affirmations. Notons que cette situation implique désormais le nouveau secrétaire du CSE, encore un élu CGT. Donc, rien que déjà, en première intention, sur le résultat de l'enquête CPAM, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec cette reconnaissance, déjà la rente elle est acquise pour sa conjointe. Ça, c'est que, au moins sur déjà cet aspect financier, c'est important. Et après, elle pourra envisager une procédure en faute inexcusable de l'employeur, notamment pour obtenir réparation d'un préjudice moral, mais également, ça peut être aussi d'autres natures financières, les ayants droit peuvent souhaiter une reconnaissance morale de faute qui ont conduit leurs proches au suicide. Donc, nous, ce qu'on a d'ores et déjà par rapport à tenter que les ayants droit aillent sur cette procédure, les arguments pour prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et connaissance du danger, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le suicide de Frédéric. Donc, nous savons d'ores et déjà que la direction a communiqué sa volonté de faire un recours contre cette décision. On note un changement, par contre, dans le mode de communication de la direction, puisqu'elle limite désormais ses destinataires à un certain niveau d'encadrement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, lorsqu'ils ont communiqué par rapport au décès de Frédéric, soit ils l'ont fait dans la presse, hein, on l'a vu de quelle manière, je ne reviens pas dessus, soit ils l'ont fait à l'ensemble des salariés. Et là, franchement, ils communiquent suite à ça comme quoi ils comptent du coup faire un recours par rapport à cette décision, mais là, c'est un nombre très restreint de personnes. Donc, nous en tout cas, on l'analyse de cette manière qu'en fait, ils sont beaucoup moins sereins sur leur manière de faire, et c'est pour ça qu'ils concentrent aujourd'hui plus à des personnes qui sont hiérarchiquement directement rattachées à eux, plutôt que de l'envoyer à l'ensemble des salariés. Parce que je pense qu'ils sont comme nous, ils savent pertinemment ce que ça peut renvoyer comme message. Une fois de plus, le déni généralisé, c'est pas nous, circuler, il n'y a rien à voir, voilà. Donc bon,
Voilà ce qu'on peut noter par rapport à ça. Et puis je pense qu'ils ont aussi conscience du ressenti des salariés par rapport à cette histoire et que c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans une espèce de contradiction avec ce ressenti-là. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce recours, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame qui soit fait, le recours, il ne modifiera pas la décision qui a été notifiée à la Cour. Ils ne feront pas revenir dessus. La seule chose, éventuellement, qu'ils peuvent chercher à obtenir par ce recours, c'est en fait c'est qu'on ne lui fasse pas payer le coût qui serait attribué donc à la conjointe par rapport à la rente, et que s'il gagne, ce budget, en fait, non, que ce soit la sécurité sociale qui paie. C'est-à-dire que, en fin de compte, s'exonérer de payer quoi que ce soit, même tenter qu'une causalité de responsabilité, une causalité sur sur le suicide, la responsabilité, ça c'est le pénal qui décidera s'il y a ou pas. Mais au tout cas, c'est leur manière un peu à eux, une fois de plus, de s'exonérer en disant c'est nous, mais c'est pas nous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme l'a remis Damien, dans le cadre de l'enquête, il y a des personnes qui ont été auditionnées, moi aussi, et forcément les deux parties peuvent avoir accès aux pièces. Nous, ce qu'on s'est rendu compte par rapport à ça, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qu'on retrouve notamment dans le mot qui a été laissé par Frédéric Robleau, qui aujourd'hui, pour s'exonérer de leur responsabilité, n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'essayer de donner la responsabilité à la section syndicale, à certaines personnes de la section syndicale, ce que nous on trouve particulièrement honteux, que les ayants droit qui ont pu aussi, pour ceux qui ont eu accès et qui ont pu lire ça, ont trouvé particulièrement honteux, parce qu'à défaut de se faire petit quand même, et sans que je leur demande pas qu'ils reconnaissent en première intention la responsabilité, mais de là à essayer de la coller sur celle des autres, au-delà de la tristesse qu'on a déjà par rapport à ça et de la difficulté qu'on a à vivre, enfin, je trouve ça particulièrement dégueulasse. Je dis comme je le pense. Cette direction elle a quand même vu les effets destructeurs lorsqu'elle a tenté de salir un élu, notamment M. Robleau, et à quoi, notamment, ce qui s'est passé, à quoi ça a conduit. Et là, cette direction, plutôt que de se dire peut-être que là où ça a déraillé une première fois, on va peut-être arrêter avec ces procédés-là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet le couvert. Alors là, donc l'acharnement de la direction sur les élus CGT, il ne s'arrête pas au corps de l'entreprise. Elle persiste à salir les élus CGT en tenant des propos mensongers, les intégrant, comme ce fut le cas pour Frédéric Robleau, dans des situations de violence autant grotesques qu'indécentes. Tout cela dans une audition réalisée par un agent assermenté de la CPAM et dans le cadre d'une enquête administrative. Donc en fait, nous, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont s'arrêter ces gens-là. Ça veut dire que là, dans des enquêtes administratives, ils inventent des histoires, et quand je vous dis qu'ils inventent, c'est que moi je suis au centre notamment de cette histoire. Et la direction, elle voudrait nous faire croire à une histoire qui date d'il y a 2 ans, et elle voudrait nous situer là où il était techniquement, et ça c'est important, impossible d'être physiquement présent, et ça on peut le prouver. C'est-à-dire qu'elle nous a positionnés sur des lieux, donc moi et le nouveau secrétaire élu, donc quand on vous dit que le poste de secrétaire du CSE d'Agen, UPSA Agen, c'est quand même un poste à risque. Étrangement, il y a des personnes qui se retrouvent maintenant dans des nouvelles situations, complètement loufoques, imaginaires, à base d'affirmations qui ne sera de toute façon, qui ne pourra être démontrée puisque cette situation n'a tout simplement pas existé. Et donc nous, la question qu'on se pose, c'est, mais est-ce qu'ils se rendent compte ce que ça peut faire dans la tête des personnes lorsqu'elles sont accusées une fois de plus sur des choses qui ne se sont pas produites? Est-ce qu'elles n'ont déjà pas pour autant vu les effets que ça a fait sur certains élus, et en ne citant que Frédéric Robleau? Et c'est surtout que, quand on se met à la place d'élus aujourd'hui, ils font comment pour fonctionner les élus maintenant sur UPSA? On se réveille tous les matins en se disant, tiens, il y a peut-être une nouvelle histoire imaginaire qui va tourner sur nous et nous salir encore davantage. À part tenter de nous diaboliser ou de nous discréditer, à quoi ça leur sert d'aller sur ce mode de procédé, sachant qu'en plus, une fois de plus, je remets quand même le contexte, hein, on est quand même dans une enquête administrative qui est là uniquement pour faire la lumière sur la causalité ou non du professionnel du suicide de M. Robleau. Quel est le rapport avec des élus? Quel est l'intérêt d'aller ajouter des histoires par rapport qui vont encore une fois de plus diaboliser certains, à part essayer de les mettre en souffrance et de leur faire du mal? Moi je ne comprends pas. Il faudra qu'ils s'expliquent un jour ces gens-là. Moi je ne comprends pas. Quoi, fragiliser encore un peu plus les élus qui restent? C'est quoi le but? Qu'il y en ait un autre qui craque? Je sais pas. Mais complètement. On nous met dans des situations de violence
déjà les sanctions qu'on a reçues. On reviendra après sur les sanctions, mais oui, il y a l'impact dessus. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, c'est de remettre on est systématiquement sur de une mettre des gens. stratégie de la direction en fait, qui essaie de coller une étiquette sur les élus CGT qui est systématiquement de la violence. C'est comme si on recrutait chez nous que des gens violents. C'est un critère nécessaire pour entrer à la CGT, je ne sais pas. Quelle est la conception de la Ils direction? sont prêts à pousser si vous voulez, c'est ça en fait moi qui m'interroge d'autant plus. C'est-à-dire que là, ils viennent même vous situer dans des horaires et des lieux où vous n'avez rien à y faire et où vous pouvez largement démontrer que vous n'étiez pas là. À témoin à l'appui, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà, c'est même plus le petit mensonge. Hein. C'est allez, je dis ça, et puis de toute façon, par affirmation, ça passe. Mais c'est pas possible de faire ça. Dans ces auditions, comme tout le monde, c'est punissable lorsque c'est des fausses accusations qui sont faites ou pas, de par la loi, de par des amendes et autres. Je veux dire, là, ils passent quand même pour moi encore un cap. Ça veut dire que là, ils sont plus dans leur bureau en train de réinventer ou de se faire plaisir avec des histoires. Là, ils sont quand même dans des choses qui sont de l'ordre de l'officiel. Aller mentir sur ces terrains-là, moi je me dis déjà c'est un risque, je trouve. Et en plus, quel est l'intérêt, quel est le but? Donc ce que nous on peut noter par rapport à ça, c'est que l'histoire elle se répète avec les mêmes procédés. Et donc voilà, bon, comme ça a été rappelé, on note que la seconde personne qui est nommée dans notamment cette pseudo-histoire-là, ce n'est autre que le nouveau secrétaire du CSE et du CGT. Et voilà. Et une personne où on n'a jamais entendu parler d'elle, du jour au lendemain, hop, elle se retrouve dans une situation étrange, et bizarrement, elle vient juste d'être élue au CSE en tant que secrétaire. Mais ça s'arrête où? Ils s'arrêtent quand ces gens? Donc, pour revenir dessus, donc là, nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que la direction, elle semble chercher une fois de plus à s'exonérer de ses responsabilités en nous diabolisant par des accusations sans fondement, à grand renfort d'affirmation. Elle occulte les faits et continue de générer pour nous de la souffrance au travail. La direction ne prend toujours pas en compte la causalité professionnelle du suicide de Frédéric Robleau. Elle est dans une stratégie pour moi où tout est bon pour décrédibiliser, quitte à causer de la souffrance aux élus toujours présents. Les gens notamment qui ont été cités, qui sont dans l'armement qu'a laissé sur Robleau, sont les mêmes personnes qui, dans leurs auditions, tentent aujourd'hui de nous mettre ça sur le dos. Et il fait allusion à cet incident avec cette élue. Pas nécessairement. Eux, ils tentent à mettre en fait sur le dos de la CGT des responsabilités qui ne nous incombent certainement pas. D'autant plus que lorsque, comme je vous dis, on voit le dernier mot qu'il a laissé, il y a des choses qui nous interpellent par rapport aux exonérations des uns et des autres sur les responsabilités. C'est plutôt la direction qui tente à nous mettre, à nous coller une étiquette de personnes violentes en s'appuyant sur nos différentes actions et en amenant maintenant cette nouvelle situation qui implique bizarrement le nouveau secrétaire du CSE qui est aussi un élu CGT. Voilà. Donc nous souhaitons partager avec vous les suites de nos actions pour obtenir justice pour Frédéric Robleau. Nous avons mandaté maître Rachel Saada, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, en droit des accidents du travail et faute inexcusable, pour nous représenter en justice. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces références. Aussi, nous lui avons transmis un récit d'une centaine de pages qui consiste en un témoignage de l'équipe CGT-UPSA, explicitant clairement les raisons du suicide de Frédéric Robleau. Ce récit est agrémenté de 340 pièces, mail, PV de réunion, accord d'entreprise, rapport d'expertise, etc. Nous avons aussi constitué nos dossiers pour contester nos sanctions devant le Conseil des prud'hommes. Il nous reste à finaliser la mise en forme et les saisines seront lancées en suivant. Nous sommes prêts à démontrer que l'ensemble des affirmations calomnieuses présentes dans les courriers de sanctions ne reposent sur rien au vu des éléments factuels dont nous disposons. Donc il y avait celle de M. Robleau, donc on rappelle quand même dans la situation de Frédéric Robleau que la situation n'était étayée d'aucun enregistrement badgeage ou témoin. Sur l'absence de preuves, alors qu'il appartenait à la direction, comme cela a été rappelé à la DRH pendant l'entretien préalable, de vérifier que les badgeages établissaient à minima que M. Robleau et le salarié s'étaient bien croisés, pourquoi rien n'a été produit? Cela laisse supposer, et là c'est notre analyse à nous, que ces badgeages établissaient l'absence de rencontre entre M. Robleau et la salariée. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand vous regardez comment c'est fait au niveau de là où ils sont censés se croiser,
Vous êtes sur Guyenne, vous avez déjà la première porte pour rentrer dans l'entreprise. Juste après, vous avez les tourniquets. Après ces tourniquets, vous avez l'escalier. Donc ça veut dire que à 2 reprises, ils avaient la possibilité à minima, et là on dit juste attention de se croiser, hein. Ça ne veut pas dire qu'il se serait passé quoi que ce soit, avec un minima, ils vérifient au moins de voir est-ce que le témoignage qu'ils ont, il est tangible, sachant que là ils pouvaient clairement le vérifier. Les badges, ils leur auraient dit tout de suite si au moins ils avaient pu se croiser. Alors c'est quand même assez étonnant. En première intention, on veut bien croire que très naïvement, ils ne l'auraient pas vérifié, parce qu'ils auraient oublié, sauf que nous, la DRH, pendant l'entretien préalable de Frédéric, on lui rappelle ça, et on lui remet sous le nez, on lui repose la question des badges. Où elle nous répond tranquillement qu'il n'y a pas besoin de regarder et que si de toute façon il lui avait semblé important de le faire, elle l'aurait fait. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que derrière, ils continuent à ne pas le regarder. Alors, soit ils ont continué à ne pas le regarder, mais bon, ça interpelle sur la manière dont a été diligentée, on va dire, l'enquête qu'ils auraient pu faire derrière pour établir ou pas les responsabilités des uns et des autres. Donc, soit c'est pas regardé, soit au contraire, bien sûr que ça a été regardé. Mais le problème, c'est que si vous regardez et que les badges n'ont rien à voir, mais forcément que c'est pas quelque chose que vous allez mettre en avant, parce que tout se casse la gueule. Tout le montage qui a été fait, il se casse la gueule. Donc c'est-à-dire que ce soit d'un côté ou d'un autre, le fait qu'il n'ait rien produit interpelle largement. Je sais pas, hein, si vous voulez vérifier. La seule preuve que vous avez à disposition, ou demi-preuve, elle est sous votre nez, vous ne l'utilisez pas. Moi je trouve ça assez étonnant. Les gendarmes peuvent regarder ça, justement. Alors, non. Je pense qu'il y a un temps d'enregistrement. Aujourd'hui, ils sont plus consultables. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité pendant un certain temps, et d'ailleurs, au moment où ça s'est passé, où on l'a rappelé à la DRH, ils étaient complètement dans le temps. Sauf que après, à un moment donné, c'est pas quelque chose, alors, en tout cas des informations que nous on a, c'est que c'est pas quelque chose qui est retenu dans le système. Ça reste quelques mois dedans, et à un moment donné, c'est remplacé, je pense même automatiquement par le reste. C'est-à-dire que bon, ils ont quand même eu largement le temps de le vérifier. Et tenter qu'il n'ait pas vérifié en première intention, lorsqu'on leur remet sous le nez, c'est quand même étrange qu'ils continuent à ne pas le vérifier. Donc ça, c'était sur la partie à Frédéric. Après moi, me concernant, je rappelle que j'ai reçu directement moi une lettre d'avertissement dans ma boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on ne m'a même pas laissé la possibilité de m'exprimer. C'était quand? Je sais plus. Début juin, je crois. C'était jeune. Et en fait, donc pas possibilité de m'exprimer. Bien entendu, ce qui m'était reproché, je vous le rappelle, c'était comportement totalement inadapté que j'aurais adopté lors de certaines réunions du 18 mars, 26 mars et 6 mai. Bon, une fois de plus, dommage pour la direction. On a des procès-verbaux qui sont aussi visés par la direction elle-même. C'est-à-dire qu'elle est d'accord avec ce qu'il y a à l'intérieur. Absence de comportement qui aurait été totalement inadapté. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, un comportement totalement inadapté. Et puis, deuxièmement, on a quand même les enregistrements. Parce qu'on a eu Bicus qui est là, et c'est un prestataire, et de toute façon, donc ça veut dire que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, les éléments ils y sont. Moi je vous défie n'importe quelle personne d'aller dire qu'il y a eu un quelconque comportement qui aurait été inadapté lors de ces réunions. Donc une fois de plus, on y va à grand renfort d'affirmation, vous avez eu un comportement totalement inadapté, et je ne le justifie pas. Et d'ailleurs dans le courrier, ils n'arriveront même pas à extraire une phrase que j'aurais dit qui aurait pu être, on va dire, interprétée ou rien du tout. Vous avez un comportement totalement inadapté, on a décidé que c'était comme ça, circulaire, rien à voir. Et là, pour arriver après derrière sur la sanction et les 3 jours de mise à pied de M. Planès, où là, de la même manière, on ne lui laissera pas la possibilité de s'exprimer, parce que il y aura une absence d'entretien préalable à la sanction suite à une erreur dans la date proposée par la DRH. Donc c'est-à-dire que là, c'est quand même eux qui sont à l'initiative de cette erreur à la base. Ce qui ne lui laissera pas la possibilité de se faire représenter. Alors tant bien même que lui, et on a des échanges de mails, bien entendu tout cela, ce que je vous dis là, on peut le démontrer, on a du factuel, voilà, on n'a pas de souci avec ça. C'est qu'il y a des échanges qui montreront que la DRH n'a pas laissé à Damien la possibilité de s'exprimer, et du coup, forcément, comme ce qui s'est passé avec M. Robleau, il y a une personne qui fera un témoignage, cette personne-là, du coup, ce qu'elle dit, c'est nécessairement la vérité, vous, on ne veut surtout pas vous entendre, et étrangement aussi, dans le cas de M. Planès, c'est le compagnon de la personne suspectée déjà dans l'histoire de Frédéric, qui cette fois-ci est le témoin de la personne à qui ça sera arrivé. Donc après, ça, c'est de la même manière, on laissera les personnes qui sont professionnelles pour en juger ou pas. Nous, on trouve que c'est quand même étonnant. Il y a des personnes qui sont forces de vérité. La direction, eux, un coup, les électricités, ils ont le droit de s'exprimer, mais on les écoute surtout pas. Ou alors, ils n'ont carrément pas le droit du tout de s'exprimer. Donc c'est quand même assez étonnant.
surtout quand on parle de dialogue social, là, quand on voit encore entendre la grande publicité qui se sont fait, la raison d'être du ça, l'humain au centre, on se demande quand on est élu, en tout cas, à quel moment ça peut aussi nous servir à nous, je sais pas. En tout cas, c'est assez étonnant, c'est la gestion qu'ils ont en tout cas de faire, et la manière de faire ça. Et donc, ce qu'on se rend compte, si une fois de plus on regarde le procédé de comment ça fonctionne, et bien sur ces 3 sanctions, à 2 reprises, vous avez des élus qui n'ont même pas eu le droit de s'exprimer, donc que ce soit mon cas ou celui de M. Planès. Et puis, on se rend compte que sur les autres cas, que étrangement, il y a des liens déjà qui sont faits parce qu'on retrouve à peu près les mêmes personnes. Donc ça aussi, ça peut nous interpeller. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas, on va dire, c'est pas sain, c'est pas clair. Et dans la manière dont c'est amené, et dans la manière dont c'est poussé. Du factuel d'un côté, des affirmations de l'autre. Moi, je ne connais aucun système qui fonctionne que sur des affirmations. Pour autant, derrière, ils ne fonctionnent pas même. Mais sauf que les affirmations, ce n'est pas vérité. Et j'espère que ça, les juges le démontreront ultérieurement. Je pense qu'on a une direction qui est en roue libre. Très clairement, qui est en roue libre. Et qui cherche aujourd'hui davantage à protéger ses intérêts personnels que les intérêts des salariés. Et c'est pour ça que, quand je vois qu'ils continuent à nous salir, c'est qu'ils continuent juste à procéder au même fonctionnement qui s'est passé avant, c'est que on va salir un maximum, et de toute façon on ira à un renfort d'affirmation, et puis au pire des cas, de toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent? Les mecs là, ils vont aller, il y a des élus qui vont aller au prud'homme, allez, de toute façon, s'ils ont gain de cause, ça va leur prendre du temps. Et puis de toute façon, s'ils ont gain de cause, on aura juste à relancer une autre histoire et à les sanctionner sur encore quelque chose qui n'a rien à voir. Parce qu'au final, c'est facile pour eux. Ils vont vous continuer à vous mettre des sanctions, le temps que vous vous défendiez, que ça passe en justice, etc. Le poids, vous l'avez sur vous. La salissure, elle y est. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'était ça déjà. On vous salit tranquillement. Après, c'est à vous, de toute façon, d'aller porter le plainte en justice, même tenter que ça soit appuyé sur rien. Mais lui, il s'en fout. Lui, il continue. Il fait ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça que, comme je dis, là où les étapes sont franchies, c'est violent. Plus ça va, là où on se dit, bah non, ils vont peut-être s'arrêter quand même, là, parce que ça a déjà été beaucoup trop loin. Mais non. Et donc, si on peut éventuellement les salir eux aussi, continuons sur ce terrain-là, parce qu'on voit que ça peut fonctionner. Et je dis, mais, en plus, alors je dis pas que dans les autres entreprises, ça va être différent en fonction de ce que vous faites, mais on est dans la pharma. On fait là on a vu des grandes campagnes de la raison d'être du ça, etc. On fait des tonnes et des tonnes. Alors déjà, nous, sur le timing, on trouve quand même que c'était très carré. On va pas se mentir, on l'a redit. Je trouve que pour les ayants droit et les proches, ils ont été choqués, vraiment choqués de ça. Comment on peut mettre ça alors que l'enquête était encore en cours? Ils n'ont même pas attendu, même pas la décence au moins d'attendre les conclusions, de savoir. Enfin, je veux dire, moi, je communiquerai chez eux, je me poserai des questions quand même. Je communique là-dessus et de toute façon, la semaine d'après, la causalité professionnelle est liée. Et avec encore ce qui s'est passé ce matin. Alors pour ça, on est d'accord, je ne peux pas le prévoir. Mais par contre, les conclusions, au moins pour la famille, il faut au moins attendre. Maintenant, on communique à l'ensemble de la planète à quel point il fait bon vivre à l'UXA, à quel point on est bienveillant, à quel point on met tout en œuvre et tout au long de la vie. Voilà, nous, ce qu'on demande aujourd'hui juste, nous on n'est pas en guerre avec eux. Nous on veut juste qu'ils arrêtent et qu'ils nous respectent comme nous on les respecte. C'est juste ça qu'on demande aujourd'hui. Ce qu'on demande aux jeunes bureaux, c'est qu'à un moment donné, s'il y a des éléments ou des personnes qui ont des agissements particuliers, et bien vous faites cesser ça. Et puis peut-être que nous justement on relève tous la tête ensemble et on avance et on essaye de se battre et d'aller dans des vrais combats. Pour nous, les vrais combats aujourd'hui, c'est quoi? C'est de devoir nous défendre en justice parce qu'on se fait salir au quotidien. Mais c'est pas pour ça qu'on. Moi, j'ai pas voulu être élu pour ça. Le but, c'est pas ça. Est-ce que nous, on s'amuse à aller les salir dans la presse ou ailleurs? Jamais on fait ça. On s'y attendait même pas à ça. Et eux, gratuitement, ils le font au quotidien. Après qu'il y ait des morts. Moi, je sais pas. Enfin, voilà. La direction est dans une bataille de l'image en fait. Là. Elle est en train d'essayer de racheter l'image du SAR avec cette histoire d'humanité, de pseudo-humanité, la raison d'être du SAR. Et puis en parallèle, elle salit notre image à nous. Toute son action s'oriente sur de l'image. Voilà. Alors que nous, on est dans la vraie vie et on subit ces ajustements-là. Oui. Pour la femme de Frédéric Lomo, oui, ça sera Maître Sada qui va s'occuper de l'intégralité du dossier.
dossier. Non, non. pas le dossier. Elle s'occupe uniquement des biens pénales. Voilà. Elle est vraiment centralisée sur l'affaire. Et d'ailleurs, ce que nous, on va traiter au prud'homme, ce sera nos sanctions à nous. Et ça sera vraiment celle de Frédéric en même temps. Mais lui, je pense que ça restera sur sa partie à lui. Pour reboucler avec ce que vous avez dit la dernière fois, où nous souhaitions contacter Taïcho par rapport à la situation, nous avons adressé un courriel au PDG de Taïcho et à son directeur des affaires internationales par rapport aux actualités. En réponse, le directeur des affaires internationales nous a assuré que la direction Taïcho suivait attentivement la situation. Entre-temps, la direction a persisté dans le mode d'entrave, même au niveau central. Le CCSE a récemment été contraint de poursuivre le PDG et le DRH du groupe devant le tribunal correctionnel pour des faits de rétention d'informations. Et dernièrement, le PDG du PSA a été relevé de ses fonctions par Taïcho et nous demandons au nouveau PDG, Jun Kuroda, qu'il fasse cesser toute attitude répréhensible et pression de la direction sur des élus CGT ou sur tout autre élu. Il nous semble cynique que la direction communique sur la prétendue raison d'être du PSA alors que les élus, depuis 7 ans, n'ont de cesse d'alerter la direction au sujet des RPS sans que celle-ci ne réagisse. Agir sur ce sujet aurait été une bonne façon de placer l'humain au centre des préoccupations. Évitons les amalgames et dissocions ce qui doit l'être. Nous dénonçons les agissements et pas notre entreprise dans sa globalité. Nous voulons préserver l'image du PSA, qui est avant tout un ensemble de salariés consciencieux qui croient en la marque au trèfle. La reconnaissance par la CPM du suicide de Frédéric Robleau en accident de travail est un premier aboutissement. Nous attendons les conclusions de l'enquête de l'inspection du travail, sur lesquelles devra s'appuyer le procureur de la République pour engager les poursuites. Nous sommes à la disposition de la justice, à qui, nous le rappelons, nous sommes en mesure de remettre un nombre conséquent de pièces probantes. Le temps des responsabilités est venu. En tout cas, ce qui est donné pour sûr, c'est que ça, c'est clairement, que ce soit n'importe lequel des cas, la traduction de l'absence d'une politique de prévention des risques psychosociaux. Je pense que ce qui est au centre aujourd'hui, clairement, c'est ça. Parce que comme on l'a rappelé tout à l'heure, tout le monde le dit. Ça veut dire que, encore, ça serait les élus tout seuls, on va dire, qui s'inventent un manque ou une absence de prévention des risques psychosociaux en entreprise. Bon, que la direction ne veut pas les écouter, c'est son choix. On pourrait dire que c'est ressenti dans les autres. Mais là, vous avez tous les acteurs. En fait, il n'y a pas un seul acteur aujourd'hui qui est censé, on va dire, avoir un regard sur cette thématique-là, qui ne dit pas la même chose. La CARSAT, l'inspection du travail, le médecin du travail, l'ensemble des élus, pas une partie des élus, l'ensemble des élus. Et la direction, et les experts qui sont intervenus, de 3 experts différents, on ne pourra même pas dire que c'est parce que c'est toujours la même personne qui intervient. L'ensemble des personnes, vous n'avez pas un seul acteur qui ne dit pas la même chose. Et vous avez une direction, ça fait 7 ans, elle se balade là-dessus et puis elle prend surtout en considération. Et nous, on continue à faire ce qu'on veut. Et même après qu'il se soit passé tout ça, et c'est ça en fait le plus fou, moi je trouve, dans cette histoire, même après tout ce qui se passe, et ce qui est en train de malheureusement encore se passer là, et ce qui risque peut-être encore de se passer après derrière, c'est que malgré tout ça, il continue à se dire, nous, on va traiter le problème à notre manière. C'est ça, moi, que je trouve très dangereux. Et le message qu'ils nous ont envoyé, qui est très clair quand même sur le sujet, c'est l'assignation de nos experts. Et étrangement, uniquement sur la partie de la gestion des RPS dans l'entreprise. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'il n'y a aucun travail conjoint, ils ne veulent surtout pas travailler avec vous. On nous circuler, on fait ce qu'on veut. Le travail conjoint dans la gestion des RPS, c'est quelque chose d'important, parce que une démarche de prévention des RPS, c'est quelque chose qui a besoin de recueillir l'adhésion d'un maximum de salariés. Si les salariés viennent à des évaluations de risques psychosociaux à contre-cœur, on peut se douter qu'ils ne vont pas se dévoiler comme ils se dévoileraient s'ils adhéraient à la démarche. Donc c'est pour ça que c'est important d'effectuer un travail conjoint. Si déjà on part du principe que les élus, ou en tout cas l'expert retenu pour conduire la démarche, n'a pas été choisi par les élus représentent quand même les salariés, ils sont quand même en contact avec les salariés, et on peut imaginer quelle adhésion va recueillir la démarche auprès des salariés. Voilà.
et puis le flou artistique aussi de autour, parce que systématiquement, quand il y a des intervenants, donc nous on demande à minima du coup le cahier des charges, puisque déjà ils ne respectent déjà pas le fait qu'on le fasse conjointement, mais même le cahier des charges, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'ils vont donner une mission à cet expert, on n'a pas le droit de savoir laquelle. Vous ne connaissez pas l'étendue de la mission. Alors quand même qu'on est quand même censé après, nous sur le terrain aussi, avec les salariés, bah, peut-être avenir et répondre à ces plans d'action éventuellement. Et en fin de compte, ce qu'elle fait la direction, c'est qu'elle vous dit, d'un côté elle vous dit, bon bah on n'a pas de cahier des charges, mais on a un contrat commercial. Et en fait, la technique c'est de, si vous amenez ça sur un contenu commercial, donc nous qu'est-ce qu'on fait en deuxième intention? Bon bah vous nous dites qu'il n'y a pas de cahier des charges, ok, quel est le contenu de ce contrat commercial? Ah bon, on va vous donner, c'est des données qui sont confidentielles. Et du coup, bah nous, on devrait accepter qu'un expert débarque là, il traite soi-disant RPS, mais on ne sait pas vraiment son ordre de mission. Et vous voyez, c'est toujours le même principe de façon, une direction qui veut faire son truc. Tout à fait opaque, un problème qui persiste dans l'entreprise depuis 7 ans, quoi, et qui est au centre des. La formation du travail, c'est quand même deux courriers d'alerte. Et quand même, elle, la mieux placée, puisque c'est quand même la professionnelle de santé dans l'entreprise, c'est pas la direction. C'est il est obligé de les rappeler à l'ordre, c'est-à-dire même pas de manière on va dire, officielle, en leur disant attention, il y a quand même, il pourrait y avoir aussi des prochains cas suicidaires dans l'entreprise. C'est ça qui est fou. Et derrière, il continue avec cette attitude-là. Mais qu'est-ce qu'il faut, enfin là je reviendrai sur ce que disait Laurent tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il faut à cet employeur pour qu'à un moment donné, ils se disent ça ne fonctionne pas ce fonctionnement, c'est pas possible. Moi je me pose des questions pareilles parce que on s'en pose tous. Et moi je me demande s'ils sont en mission ces gens-là. S'il n'y a pas des ordres qui leur ont été donnés justement de créer ces conditions dans la chute. Pourquoi j'en sais rien. Parce que à un moment donné, il s'est passé tout un tas d'événements au niveau de la direction du groupe, notamment au niveau des comment vous l'appelez, actionnaires, il est au courant de la situation, a priori, à part des logiques PDG, il n'y a rien qui bouge. L'attitude de la direction vis-à-vis des représentants, notamment dans l'institution représentative du personnel, elle n'a pas bougé derrière pas. Au contraire, elle s'accentue. Alors, on voit, moi j'ai lu la presse comme tout le monde. Enfin, ce matin, il y a des qui sont dans l'escalier de 10 mètres. À un moment donné, ils sont en mission, c'est vrai. Ils sont en mission pourquoi? Pour qu'il y ait des salariés qui se suicident les uns après les autres. Enfin, moi, ça m'interroge quand même. Parce qu'à un moment donné, quand on est alerté sur ce qui se passe dans une entreprise, quand il y a un mort, eh bien, on bouge. On bouge. On fait en sorte que ça ne se reproduise pas. On fait en sorte de chercher les responsabilités, ne serait-ce qu'en interne, avant que la justice joue son rôle. C'est de la responsabilité de l'employeur. C'est de sa responsabilité. Il ne fait pas. Il ne le fait pas. Donc à un moment donné, moi je me demande si ces gens-là, à âge, ils sont en mission. Ils sont en mission. Et je le répète, parce que je l'avais dit le 26 là, ils accentuent la pression. On ne les lâchera pas. Je dis, mais je le répète, on ne les lâchera pas. Peu importe le temps que ça prendra, l'énergie que ça prendra, on ne les lâchera pas du grand bout. Quand je dis on, c'est le syndicat, c'est l'UD, c'est la Fédération de la chimie et c'est la Confédération. Toute la CGT dans son ensemble ne lâchera pas. Là, je parle de ça. Pour les autres, on verra au moment où il faudra le voir. Si on part en diffamation ou pas. Cela, on verra après. Mais à un moment donné, eux, on les lâchera pas. Parce que ça suffit. Ça suffit. Alors moi, je m'appelle à tout le monde. Faites en sorte d'arrêter cette situation comme ça. Et ailleurs. Et ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que chez nous ça qui se passe comme ça. On est en train de renouveler ce qui s'est passé à l'époque, c'était France Télécom, c'était pas Orange. Je veux dire, il y a des méthodes aujourd'hui, ce qu'ils appellent le management, c'est une catastrophe. On envoie des salariés à la mort. C'est impossible. C'est impossible. Donc il faut que ça s'arrête. Il y a la responsabilité des politiques là-dedans, quand même. On les entend pas trop sur le dossier. Moi, je ne les ai pas trop entendus quand même. Le vrai, c'est qu'ils se soucient de ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, quand je dis ça, ils se soucient des salariés. Et de leurs conditions de vie dans l'entreprise. Pas de mort. Pas de mort.
faut que ça s'arrête. C'est le premier rapport d'expertise Voilà. En fait, concernant les RTS. Et la première alerte officielle où ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, 2014. voilà, il y a Sylvie 2013-2014. qui intervient dans l'entreprise, il a ses conclusions, il donne son conclusion, il fait déjà apparaître qu'il y a un problème par rapport à cette gestion-là. Donc ça veut dire que ça pourrait, quand on dit 7 ans, ça devrait être depuis bien avant. Parce que les risques psychosociaux, c'est pas depuis 7 ans. Ils auraient dû déjà mettre en œuvre bien avant. Parce que la parole, c'est que c'est la première alerte factuelle sur laquelle ils ne pourraient pas revenir, ils ne pourraient pas revenir en cause. Sachant que ce cabinet d'expertise avait établi un plan d'action qui a été adapté en fait et qui finalement n'a jamais vraiment été déployé dans l'entreprise. Vous dites, Mais donc du coup il y avait un côté opérationnel quoi, sur rapport d'expertise. Nous, aujourd'hui, l'attente que nous, on a de la CGT, c'est le procureur, savoir quels vont être, à l'issue, en fin de compte, de l'enquête de la directe, qu'on espère qu'ils vont lui remettre entre les mains et de quelle manière il va s'en saisir. L'attente, elle est sur là. Tout ce qui va découler ou décliner derrière en termes de stratégie web, ça va dépendre déjà du positionnement du procureur. Et nous, on a une grosse attente de savoir à quel moment ça va bouger. Et aujourd'hui, c'est là, on est dans l'attente. merci à vous. Merci à vous.